Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous voir ici parce qu'on a beaucoup parlé d'IA. On va remettre un petit peu d'humain dans le web. Ça fera peut-être pas de mal. Oh bah, ça va trop vite. Je ne sais pas si... Alors, l'accessibilité numérique et le référencement. En fait, souvent, on a l'habitude de dire qu'ils sont antagonistes parce que d'un côté, on a les SEO qui font leurs petites choses dans leur coin et les experts de l'accessibilité numérique qui ont leurs propres règles. Donc, on va commencer par voir si c'est vraiment la bagarre ou si c'est... Donc, nous commencerons par les bases, puisqu'il faut bien commencer par les bases, toujours. Ensuite, nous passerons aux obligations. Il y a un cadre légal et des normes à respecter. On aura l'urgence, les risques et les opportunités, et le mariage de raison. C'est là que nous verrons que l'accessibilité numérique a 11 Y pour accessibility. A et les 11 lettres avant le Y. Et le SEO sont finalement assez proches quand ils veulent. Nous aurons quelques pièges à éviter parce qu'il y en a tout de même. Et à la fin, nous aurons la conclusion, évidemment, puisqu'il faut dérouler un plan. Donc, au tout départ, on va parler du handicap. Qu'est-ce que le handicap? En France, on a l'habitude de le classer dans cinq catégories. Donc, moteur, sensoriel, psychique, mental et les maladies invalidantes. Moteur, bon, vous avez tout ce qui est au niveau des paralysies. Le sensoriel, c'est la cécité, la surdité, par exemple. Le psychique, c'est les maladies bipolaires. Le mental, ça peut être l'autisme, la trisomie. Et les maladies invalidantes, forcément, c'est d'autres maladies, les AVC, par exemple. À ceci s'ajoute le handicap dit temporaire. Quand vous vous cassez un bras, quand vous vous cassez une jambe, par exemple, vous êtes un petit peu handicapé pendant un petit temps. Vous avez également le handicap situationnel, le soleil sur l'écran. Là, on parle vraiment du numérique, le soleil sur l'écran, ou alors la vidéo que vous allez regarder dans le TGV sans vos écouteurs. Vous serez en position de handicap. Mais l'OMS, en fait, a une définition beaucoup plus large et qui nous renseigne encore mieux sur le handicap. Pour l'OMS, le handicap, c'est la rencontre entre une personne qui a une incapacité et un environnement qui lui oppose des barrières. L'idée ici, cette barrière, c'est vraiment l'idée centrale, parce que ce n'est pas la personne qui est en cause, mais c'est bien l'environnement qui n'est pas adapté à son handicap. J'ai du mal avec... Alors, passons à l'accessibilité numérique, la deuxième définition. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est permettre à tous les utilisateurs, sans exception, de percevoir, comprendre, naviguer, interagir sur le web. Sur les deux images que vous voyez, la première, la personne ne peut pas rentrer dans le bâtiment puisque ça n'a pas été adapté pour lui. On a mis une rampe. En fait, l'accessibilité numérique, c'est ça. C'est mettre une rampe pour que tout le monde puisse venir sur vos sites web pour y interagir, par exemple, acheter, écrire ou ce que vous voulez. Alors, passons maintenant au cadre légal. Le cadre légal, alors au départ, on pourrait dire que c'est une pyramide. Au départ, nous avons les WCAG au niveau mondial, qui sont les règles qui régissent l'accessibilité des sites web, en fait. Des WCAG sont venus le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Il y a 13 thématiques, sauf 6 critères. Donc, ces 13 thématiques, ces 6 critères permettent d'auditer vos sites. Et c'est avec le RGAA que les auditeurs experts vous disent si votre site est conforme ou s'il n'est pas conforme. La réglementation, en 2005, c'est le secteur public qui a été, avec la loi sur le handicap, normalement, tous les sites publics devraient être accessibles aujourd'hui. C'est loin d'être le cas, mais ça, normalement.
En 2019, les entreprises privées avec des CA de plus de 250 millions ont rejoint le secteur public. Et c'est pareil, il devrait être accessible, on est loin de... Bref. Et depuis le 29 juin 2025, le AA, donc la directive européenne, qui a été transcrite dans le droit français et qui est mise en place dans d'autres pays européens aussi. Alors le AA, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse le plus, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous concerné? Oui, si vous faites partie de tous ces secteurs. Les seules exemptions, c'est pour les micro-entreprises, moins de 10 salariés et 2 millions de CA. Alors j'insiste sur le « et », parce que certains auditeurs experts d'accessibilité disent que c'est « ou », d'autres disent que c'est « e ». C'est pas la même chose en fait. Parce que si vous mettez par exemple 10 salariés ou 2 millions de CA, ça veut dire que si vous avez moins de 10 salariés et plus de 2 millions de CA, vous n'êtes pas concerné. Alors, les nouvelles obligations. Ça, tout à l'heure, on parlait des hallucinations de l'IA. Et il y avait un intervenant dans la table ronde, pour ceux qui y étaient, qui disait que finalement, les hallucinations, ça venait aussi de ce qu'écrivaient les humains, ce qui était comme contenu. Et donc ça, c'est faux. C'est ce qui a été dit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai vu beaucoup passer dans le cercle SEO, en fait. Ça correspond juste aux grandes entreprises, donc celles qui ont plus de 250 millions de CA. Pour les plus petites, les PME, il y a juste une obligation d'être conforme aux normes et donc d'être accessible. Avec en plus l'obligation de communiquer sur la notion d'accessibilité, sur le niveau d'accessibilité. Ça, vous pouvez le faire dans les conditions générales de vente, en fait, ou bien dans le footer, comme il faudra évidemment faire un audit de conformité. Alors, l'urgence, combien ça coûte d'être inaccessible? D'habitude, on dit le contraire. Combien ça coûte d'être accessible? Alors, combien ça coûte d'être accessible? C'est simple, c'est 5 à 10% au départ du projet. De mettre un site accessible, ça vous coûtera 5 à 10% du projet, pas plus. Mais combien ça coûte d'être inaccessible? Les personnes handicapées en France, c'est 14,5 millions de personnes, selon l'adresse. Les chiffres diffèrent, en fait. C'est entre 12 et 20 millions. C'est une personne sur 5 qui est en situation de handicap en France, sans compter tous ceux qui sont en situation de handicap situationnel ou en situation de handicap temporaire. Donc c'est déjà ça, c'est déjà une part de marché énorme dont vous vous coupez. Ensuite, il y a eu les premières mises en demeure. Là, en juillet, Auchan, Leclerc, bon, c'est légal. Mais surtout, 71% des personnes qui arrivent sur un site inaccessible le quittent immédiatement, dans les 10 secondes en fait. Ça veut dire que 7 personnes sur 10 quittent un site inaccessible dans les 10 secondes. C'est un taux de rebond énorme. Ensuite, SEMrush a fait une étude récemment. Presque 80%, presque 8 sites sur 10 qui sont classés en haut des SERP, donc en haut des recherches Google, ont un bon score d'accessibilité. Donc ça vous coûte énormément. Ça coûte plus que de le mettre accessible. Passons au cœur du sujet, l'accessibilité numérique et le SEO. Alors comme je le disais, souvent le SEO et l'accessibilité numérique, on avait tendance à les opposer. Parce qu'on disait, oui, mais si je fais ça en SEO, voilà, je vais me bourrer de mots-clés, et puis ça va aller, bref. Mais en fait, dans ma pratique, moi j'ai commencé en SEO, j'ai commencé comme rédactrice, puis j'ai fait du SEO, et ensuite je suis passée à l'accessibilité numérique par goût et par envie, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses en commun que de choses qui séparaient les deux. On va commencer tout de suite par la structure. On parlait du HTML sémantique, du sémantique avec les IA.
Donc tout ce que je vais vous dire là, finalement, c'est pas parce qu'il y a l'IA partout que c'est terminé. D'un côté, nous avons une soupe de div, ce qu'on appelle vraiment la soupe de div. C'est comme si vous aviez mis votre site, votre site sur des boîtes un peu partout et que vous dites à ceux qui accèdent, bah, débrouille-toi, va chercher ce que tu veux, ouvre toutes les boîtes et tu auras ce que tu veux, peut-être ou pas. De l'autre côté, le HTML sémantique, en fait, tout ce qui est nav, men, ça dit exactement que ce soit aux technologies d'assistance pour les handicapés, c'est-à-dire tout ce qui est lecteur d'écran, etc. Et exactement, et aussi aux robots, pardon, je perds un peu mes mots, aux robots, ce qu'il y a exactement dans votre site web. Donc, le robot arrive dessus, c'est que ça va être votre contenu principal. La technologie d'assistante, c'est pareil. Elle va dire à celui qui l'utilise, voilà le contenu principal. Nav, voilà, vous êtes sur le menu principal. Ça va aider à l'indexation, au classement du côté de Google, et ça va forcément aider à la navigation pour ceux qui ne peuvent pas voir votre site. Nous continuons dans le sémantique. Finalement, il y a beaucoup de choses au sémantique qui permet de rejoindre l'accessibilité numérique et le SEO. Donc pour les titles, pour les titres de page, tout simplement, quand le lecteur d'écran arrive sur la page, il va lire en premier le titre d'écran. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est dans la barre d'adresse en haut. Et donc, la personne qui utilise le lecteur d'écran va tout de suite savoir si elle est bien sur la bonne page, sur celle qu'elle espérait atteindre. Et c'est pareil pour Google. Pour Google, c'est encore pire, parce que pour Google, finalement, c'est le petit lien bleu qui va vous mettre dans la recherche. C'est le lien qui va permettre aux personnes de cliquer dessus, de venir sur votre site. Donc c'est extrêmement important de le mettre, de faire un titre très compréhensible, pas bourré de mots-clés, mais qui représente bien ce que vous avez mis dans votre page. Ça aidera l'indexation, ça aidera exactement le taux de clic, donc, aussi le taux de clic, et ça permettra de comprendre et la navigation pour les personnes en situation de handicap. Les titres, c'est un petit peu moins titre HN, c'est un petit peu moins important pour Google, mais au niveau de la rédaction, moi je sais que j'écris depuis quelques années déjà. C'est une chose qui nous permet de structurer l'information. Vraiment, c'est la première chose qu'on écrit. Généralement, quand on est rédacteur, rédactrice, c'est la première chose qu'on fait, on écrit les titres. Et ensuite, on rédige tout ce qui est entre. Et donc, ça permet, l'information est bien structurée. Vous savez où vous allez. La personne qui a un lecteur d'écran peut sauter de titre en titre pour aller juste au contenu qui l'intéresse. Les intitulés de liens. Alors, cliquez ici, on oublie. Venez voir là, c'est pareil. Si on vous dit, si vous êtes dans la rue et qu'on vous dit tournez par là, allez par là, vous n'arriverez jamais à votre destination. C'est exactement pareil pour que ce soit les robots ou que ce soit pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran et autres. J'ai pris un exemple avec les aveugles de France parce qu'il y a aussi le lien en fait image qui est souvent oublié. Tous les liens doivent être explicites, c'est-à-dire qu'ils doivent dire que ce soit aux robots ou aux utilisateurs où il va atterrir. C'est une chose. En plus, ça aide pour la contextualisation, l'indexation, puisque Google va savoir qu'il peut aller vers cette page-là et ce qu'il va trouver sur la page vers laquelle il va. Le plan du site. Alors, normalement, dans le RGA, il faut au moins deux systèmes de navigation. Dans le plan du site, ça permet exactement la même chose que les liens, par exemple, ou les titres.
Ça permet de naviguer et ça permet en plus de faire une cartographie de votre site. Que ce soit Google ou pour les personnes en situation de handicap, ils sauront ce qu'il y a sur votre site, où aller pour chercher les serres de balcon, les serres de tunnel. Alors, la page plan du site doit être pertinente et accessible. J'insiste parce que souvent on la cherche au fond, elle n'y est pas toujours, ou alors le lien est offusqué, on y reviendra. donc je sais plus. Donc, et c'est aussi un excellent signal UX. Google sait que vous voulez du bien à vos utilisateurs. C'est tout, c'est simple. Les images informatives, parfaitement décrites. Il est très beau ce capybara. Donc des images informatives parfaitement décrites. J'ai mis entre parenthèses parfaitement parce qu'en SEO, on a l'habitude de mettre le mot-clé. C'est ce qui se dit beaucoup en fait. Vous allez mettre le mot-clé au début, vous allez mettre aussi vos autres mots-clés après, et vous finissez avec une soupe comme la soupe de Dive, mais là une soupe de mots-clés sur une image qui ne décrit absolument rien. Alors que finalement, l'image, imaginez ne pas la voir. Si je vous l'enlève, vous ne saurez pas que c'est un capybara. C'est exactement ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap. Si je vous dis finalement, ça c'est, je sais pas, un cochon, vous ne saurez pas que c'est... Voilà. Donc, vous décrivez l'image porteuse d'information. Ça permet la compréhension pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les robots. Google, finalement, Google Images, c'est là-dessus qu'il se base pour référencer vos images. Donc, restez dans le contexte aussi. Ce n'est pas la peine de mettre une image hors contexte. De toute façon, vous n'aurez pas à la décrire si elle n'est pas porteuse d'informations. Alors, est-ce que c'est le mariage parfait? Finalement, oui, on pourrait le dire, presque. Donc, mais il y a quand même quelques petits soucis. Parce que forcément, c'est comme pour tout, en SEO, ça dépend. Et bien là, c'est pareil, ça dépend. Donc, on va reprendre l'attribut alt, les images. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a parlé tout à l'heure qu'il fallait les décrire. Oui, mais juste les images porteuses d'informations. Si votre image est décorative, vous n'avez pas à la décrire. Vous n'avez pas à dire à la personne en situation de handicap, tiens, c'est pose de fenêtre. Par exemple, j'ai pris la belle cathédrale de Strasbourg comme exemple. Vous n'avez pas à dire pose de fenêtre PVC Strasbourg, juste dans l'espoir de faire remonter votre page dans les référencements. Donc, comme c'est une image décorative, c'est une image sur un blog par exemple, où vous dites que vous posez des fenêtres à Strasbourg, vous avez mis l'image de cathédrale, vous laissez le alt vide. Donc, pas de bourrage de mots-clés, pas de description du tout. Ou bien vous mettez Aria Hidden, mais je sais que les experts en accessibilité numérique ne sont pas fanats de mettre des Aria partout, donc finalement, évitez de mettre des alt là où il n'en faut pas. Si vraiment vous voulez en mettre, trouvez une image qui représente, qui est dans le contexte en fait. Pas une image comme ça juste pour décorer, il n'y en a pas besoin finalement. Si votre contenu est bon, il n'y a pas besoin d'une image... Alors, là c'est dommage, on n'a plus Dan. Alors Dan est afana de ce qui suit, c'est l'offuscation de liens. En fait, l'offuscation de liens, ça veut dire cacher à Google que le lien est un lien, pour pas qu'il y aille, pour pas qu'il référence par exemple les mentions légales, pour pas que ça envoie du jus ou à des pages qui n'en ont pas besoin, mais dont on ne veut pas avoir. Donc, ça revient à mettre une suite de trucs en JavaScript généralement.
Et ça, c'est totalement inaccessible pour toutes les personnes qui utilisent les claviers, lecteurs d'écran ou pilotage à la voix. Donc ça veut dire que la personne qui utilise une technologie d'assistance, dans ce cas-là, elle ne pourra pas aller voir vos mentions légales. Elle n'y arrivera jamais. Ce qui veut dire que non seulement vous n'êtes plus en légalité, puisque les mentions légales doivent être accessibles pour tous, tout le temps, partout. Et en plus, je veux dire, c'est comme si vous fermiez la porte, vous disiez, voilà, là, il y a quelque chose, mais finalement, je te ferme la porte, tu ne peux pas y aller parce que toi, tu n'as pas le droit d'y aller. Une personne avec une souris, une personne, elle va y aller. Mais au clavier, vous n'y arriverez jamais, vous n'arriverez jamais sur le lien, en fait. J'arrive déjà à la conclusion, je suis allée un petit peu vite. J'étais pressée d'arrêter. Donc, la conclusion, en fait, l'accessibilité, c'est plus une option aujourd'hui, c'est une obligation légale, c'est moral aussi, finalement, et c'est une opportunité business. Pourquoi c'est moral? Parce que si vous aviez, par exemple, un commerce dans une rue très fréquentée de Strasbourg, ça ne vous viendrait pas à l'idée de refuser une personne sur 5. Ça ne vous viendrait pas à l'idée non plus de dire à une personne sur 5, vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez pas payer ce que vous avez trouvé dans les rayons. Et c'est ce qui arrive lorsque le site est inaccessible. La majorité des bonnes pratiques d'accessibilité, ça offre des bénéfices directs en matière de référencement, parce que Google, finalement, ce qu'il veut, c'est un site clair. C'est exactement un site qui est accessible. L'UX, c'est très important. Et ça ne va pas changer avec l'IA, il ne faut pas croire, parce que j'ai entendu tout à l'heure que finalement, la recherche Google, ça restait quand même très important. C'est 90% encore. Il y a moins de clics, mais il y a encore beaucoup de personnes qui vont sur les sites. Donc finalement, il n'y a aucune raison de faire des pratiques comme l'offuscation de liens ou bien de mettre des haltes là où il n'en faut pas. Il y a des autres pratiques qui ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas forcément pas forcément SEO. Pour finalement vous couper d'une partie de votre public. Et puis dans le doute, vous pensez toujours utilisateur parce que c'est le premier. C'est comme pour tout, quand vous faites du SEO, finalement, vous pensez utilisateur. Donc pourquoi changer là? Pourquoi? C'est simple. Et voilà. Merci. Alors, c'était ma première conférence, donc j'étais un petit peu... Je le dis tout de suite. Merci bien.